L'échiquier international, merci de nous rejoindre. Comme un vent polaire qui soufflerait sur les relations de l'Alliance transatlantique, il est vrai que depuis les annonces incessantes du président Trump d'annexer l'immense île polaire qu'est le Groenland au détriment du Danemark, administrateur de la contrée, beaucoup d'analystes se demandent s'il ne faudrait pas rebâtir les normes des relations internationales et du droit international. Une politique d'annexion donc qui donne le tournis aux dirigeants européens qui ne cessent de répéter encore il y a peu que les États-Unis demeuraient leurs alliés. L'affaire du Groenland risque de torpiller définitivement l'OTAN. On essaiera de mieux cerner les enjeux. A tout de suite pour en parler. Groenland, un Trump qui souffle chaud et des Européens de moins en moins frileux sur le sujet avec le déploiement de quelques militaires européens. Et nous allons en parler de ça et beaucoup d'autres choses avec Hicham Lamisi. Bonsoir. Bonsoir Karim. Hicham Lamisi, je rappelle, analyste en géopolitique chargé de cours à l'Université de Genève et chroniqueur pour Antithèse et la revue Bastille. On est très heureux de vous avoir encore, Hicham. Alors, le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir, Hicham. Alors, rentrons rapidement dans le sujet. Aujourd'hui, un rassemblement a été organisé à Nuuk, c'est la capitale du Groenland, pour crier la colère contre les projets d'annexion du président américain Donald Trump. Et hier encore, un contingent de soldats allemands, danois est arrivé sur place. En même temps, des avions ravitailleurs français ont effectué des missions d'entraînement, à la demande d'ailleurs des autorités danoises. Il s'agit surtout de prouver que la sécurité de l'île polaire autonome n'est pas assurée par deux traîneaux de chiens, comme l'avait dit avec mépris le président Trump. Mais pour parler sérieusement, est-ce que ce déploiement de quelques militaires européens dissuaderait, selon vous, le président Trump de mener à bien son projet d'annexion ? Non, je ne le crois pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les moyens mobilisables par les pays européens au niveau du Groenland sont des moyens qui sont extrêmement limités, en ce sens où, en dehors des armées des pays scandinaves, les pays en réalité de l'Union européenne ne disposent pas des technologies nécessaires et des moyens nécessaires pour pouvoir déployer une force importante au niveau d'un territoire avec toutes ces dimensions et contraintes techniques et climatiques particulières qu'est le Groenland. C'est plus une démonstration de force au demeurant très limitée. On a parlé d'un contingent de 15 militaires français. C'est pour vous donner un petit peu la dimension du déploiement en question. C'est plus symbolique pour tenter de marquer une solidarité avec le Danemark. Après, dans un cadre particulier, c'est dans un cadre d'exercice qui était déjà prévu, qui n'était pas forcément directement lié aux dernières velléités exprimées par le président américain Donald Trump. C'est plus pour marquer vraiment une présence minimaliste, mais dans les faits, en cas de confrontation militaire, en aucun cas, les Européens, dans le contexte du Groenland, n'auraient les moyens d'affronter les États-Unis, et ce d'autant plus qu'en dehors de la France, la plupart des armées européennes sont équipées d'armements américains, et notamment d'avions américains, qui pourraient être directement contrôlés à distance par l'armée américaine. Entre les États-Unis et le Groenland, il y a un historique dont on doit parler. Il y a bien entendu la base américaine, une base spatiale au nord de l'île polaire. Il s'agit de la région de Pituffik. Alors c'est une base spatiale. Or les tentatives de Washington de racheter l'île reviennent régulièrement dans le temps. 1867, 1946, 2019 aussi. Trump en parlait déjà lors de son premier mandat. Pourquoi cette fixation sur le Groenland administré, on le rappelle, par le Danemark, membre de l'OTAN ? Je crois qu'il faut prendre en considération des raisons qui sont multiples. Vous avez fait allusion à la présence américaine. Bon, c'était une base un petit peu d'alerte avancée dans le cadre de la dissuasion nucléaire américaine. Il y a une présence américaine militaire qui est relativement ancienne, qui remonte au moins à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en réalité, les Américains, sur ce volet, sur ce segment, font absolument ce qu'ils veulent au niveau du territoire du Groenland. Donc, la réalité, c'est pas forcément une occupation pour des fins
strictement militaire. Il y a d'autres enjeux. L'un des grands enjeux est d'ordre économique. C'est que l'on considère aujourd'hui que le Groenland, qui est une île absolument immense, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés, comparable à la superficie de l'Algérie. Donc on a vraiment affaire à un territoire, un pays-continent, si je puis dire. Donc le Groenland comporte un certain nombre de ressources énergétiques et minières importantes. On considère, d'après un certain nombre de sources et d'analyses, que le Groenland disposerait environ de 30% des réserves gazières prouvées, ou peut-être pas non prouvées, mais du moins non exploitables de la planète, et environ 19 ou 12% plutôt des réserves pétrolières non exploitées. Donc c'est pour dire l'importance du Groenland par rapport au pétrole et au gaz, aux ressources énergétiques également à travers des réserves importantes d'uranium, et puis surtout une présence que l'on considère également comme cruciale pour les États-Unis en termes de matériaux stratégiques et de terres rares, et ce serait peut-être là l'argument le plus fort aujourd'hui qui pousse les États-Unis à vouloir prendre possession du Groenland. Et puis il y a aussi un autre élément qui est important, c'est la volonté des États-Unis d'être beaucoup plus présents au cœur du Grand Nord et des territoires de l'Arctique en raison du développement de ce qu'on appelle, vous savez, ces nouvelles routes maritimes du Nord, où aujourd'hui la Russie est en position de leadership, voire de monopole, grâce notamment à sa flotte unique de brise-glace nucléaire. On va en parler dans un second temps, mais Donald Trump pourrait trouver malgré tout plusieurs obstacles à son projet d'annexion au sujet du Groenland. Selon les médias américains, 17% des Américains approuveraient le projet d'annexion, tandis que 71% rejetteraient cette menée, selon les médias américains. Et au-delà de ça, toujours d'après des journalistes aux États-Unis, quelques militaires au sein du Pentagone auraient fait savoir qu'un coup de force contre, surtout des Européens, serait de très mauvais augure. Des Européens en guerre avec des Américains, c'est un scénario impensable. C'est vrai que les militaires prennent en compte ce qu'on appelle le réel, quand il s'agit de mettre en place ce type de projet militaire. Trump, lui, il est doté d'un hubris, surtout après l'affaire Maduro. Au sein du pouvoir face à l'hubris, il y a ceux qui sont porteurs du principe de réalité, à savoir les militaires. Est-ce qu'une guerre possible entre Américains et Européens est envisageable ? Alors, votre question, c'est une question qui est très pertinente. Je vous répondrai déjà que cette guerre, en réalité, elle existe déjà. Simplement, c'est que l'Europe a été soumise. Si on peut reprendre un petit peu une formulation qui renvoie, vous savez, au déroulé des combats de MMA. Lorsqu'on parle de soumission d'un adversaire, en réalité, l'Europe est déjà soumise. L'Europe a été vaincue intellectuellement. On peut dire qu'on est en train d'assister à non pas une défaite militaire, une défaite cognitive qui fait en sorte qu'aujourd'hui les dirigeants européens ne sont même plus en capacité d'exprimer la défense des intérêts stratégique de l'Union européenne, et c'est ça qui fait peur et qui est inquiétant. Et pour revenir justement à cette question de l'opposition Europe-États-Unis, j'aime à me rappeler les propos, parmi les derniers propos qui ont été tenus par l'ancien président français François Mitterrand, qui peu avant de mourir s'était exprimé de la relation entre l'Europe et les États-Unis et avait tenu des propos d'une gravité très surprenante. Il avait déclaré que les États-Unis menaient une guerre mortelle à l'Europe et que les États-Unis représentaient en réalité le plus grand ennemi stratégique de l'Europe. Ce sont des paroles qui ont été reprises plus tard, notamment par certains milieux souverainistes en France, et qui sont assez marquants, parce qu'ils marquent en réalité quelque chose aujourd'hui auquel on ne prête pas attention, mais qui longtemps en France ont été pris en considération dans la définition d'une politique indépendantiste ou autonome de la France dans le cadre de l'OTAN et dans sa relation avec les États-Unis. Et pour revenir à ceux auxquels vous faisiez allusion, c'est-à-dire l'opposition entre militaire et politique, moi ce qui me vient à l'esprit, c'est que derrière la volonté d'annexion du Groenland de Trump, je pense qu'il y a la volonté aussi de Donald Trump de vouloir rentrer dans l'histoire, d'être celui qui va dire j'ai fait gagner aux États-Unis 2 millions de kilomètres carrés, d'immenses richesses, et il veut en fait inscrire son nom dans l'histoire en intégrant un nouvel État
dans la Fédération des États-Unis. Et les militaires, de leur côté, sont toujours évidemment beaucoup plus réalistes que les politiques, souvent moins stupides, plus au fait des conséquences qu'implique la guerre, et effectivement considèrent aujourd'hui qu'une confrontation directe ou un passage en force eh bien, mettrait à mal l'alliance qui existe, bon, même si c'est une alliance de soumission, eh bien, et perdre peut-être à terme l'Union européenne au sein de l'OTAN, ou en tout cas dans le partenariat stratégique qui lie les États-Unis à l'Europe occidentale. Alors la phrase de Mitterrand au crépuscule de sa vie, il avait dit, il y a une guerre silencieuse mais ô combien violente entre les Américains et les Européens, mais ils sont durs, les Américains, ils sont durs pour la négociation. Il avait lâché ce message en guise de testament avant de passer à trépas. Alors, il y a des obstacles, pour revenir à notre sujet, il y a des obstacles concernant le projet d'annexion de Trump, mais il n'aurait pas renoncé pour autant, puisque ce dernier a annoncé qu'il fixerait des tarifs douaniers à tous les pays qui s'opposeraient à ces plans d'annexion. Washington serait même prêt à offrir de l'argent pour gouverner le Groenland. La pression est très forte de Washington sur les autorités danoises et du Groenland. Mercredi, on a eu Viviane Motzfeldt, qui est la ministre étrangère du Groenland, ainsi que Lars Løkke, qui est son équivalent, son équivalent danois. Lors d'une discussion avec J.D. Vance et Marco Rubio, ont raconté que cette réunion, l'équivalent d'une discussion diplomatique, s'était transformée en réel désaccord fondamental. D'ailleurs, la représentante du Groenland en est sortie en pleurs. Donald Trump, lui, de son côté, a affirmé juste avant, 2 jours avant, nous allons faire quelque chose pour le Groenland, que cela plaise ou non, car nous ne voulons pas avoir des Chinois et des Russes comme voisins. Trump a oublié, semble-t-il, que les États-Unis, avec l'Alaska, sont séparés avec la Russie d'environ de 85 km reliant l'océan Arctique et le Pacifique. Ça s'appelle le détroit de Bering. Bref, mais on le rappelle aussi, Hicham, il y a un mouvement autonomiste très fort au Groenland. La colonisation danoise a été violente, comme par exemple la stérilisation des femmes dans les années 90, sans leur consentement. Et Trump a tenté de jouer sur ce mouvement anti-danois, anti-colonialiste danois. Sauf que la volonté de Trump d'annexion a produit un effet inverse, c'est-à-dire que le Danemark apparaît aux yeux des autochtones et du mouvement indépendantiste comme un rempart contre l'impérialiste américain qui est plus inquiétant. Alors, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut regarder, c'est qu'effectivement, et vous avez raison de le souligner, le Groenland, en fait, a un statut qui est un statut particulier. Et c'est là-dessus, en fait, que Trump compte appuyer. C'est un élément qui est important et qui comprend, en fait, le pourquoi de cette politique aussi déterminée de la part des États-Unis et de l'administration Trump. Le Groenland a un statut, en fait, autonome. Il y a des velléités indépendantistes. On considère aujourd'hui qu'une grande partie de la population groenlandaise souhaite devenir indépendante, et Trump voudrait en fait offrir en quelque sorte une sorte de solution qui est celle de dire au Groenland, alors non seulement vous aurez votre État, puisque vous serez un État dans les États-Unis. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont une fédération, on a 50 États, le Groenland devenant un 51e État, avec un certain nombre de compétences qui seraient propres au Danemark. Il ne faut pas oublier que les États-Unis avaient tenté cette politique à un moment donné, notamment dans les années 80, en direction du Québec. Et le discours, c'était de dire au Québec, en rejoignant les États-Unis, vous deviendrez un État des États-Unis, vous aurez toute liberté par rapport à la langue française, par rapport aux dimensions culturelles, par rapport à un certain nombre d'éléments. Et ce point, il est très important, mais en même temps, les Groenlandais ne souhaitent pas rejoindre les États-Unis, même s'ils souhaitaient devenir indépendants, non pas tellement par peur des Américains ou des États-Unis, mais par la peur que susciterait en fait une exploitation massive du Groenland et qui conduirait d'une certaine façon à la destruction de bon nombre d'éléments environnementaux et remettrait en cause en fait les équilibres déjà fragiles de cette région et de ce territoire. Et en même temps, comme vous l'avez souligné, vous avez rappelé cette politique de stérilisation à l'encontre des femmes du Groenland,
notamment les femmes natives. Hein. Il ne faut pas oublier que derrière, comment dirais-je, le discours policé très humaniste danois, il y a un fondement raciste particulièrement violent et scandaleux de type quasi nazi qui a existé dans la relation du Danemark à l'encontre des populations considérées comme non européennes. Et ça, c'est quelque chose qui est encore présent aujourd'hui chez les Groenlandais natifs. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, peut-être le Groenland, ça annonce la guerre de demain. C'est cela qu'on va parler également avec notre invité du jour, Hicham Lammissi, à l'échelle internationale. Alors, Groenland, plus grande île du monde, avec à peine 57 000 habitants, c'est pas beaucoup. Donald Trump lorgne dessus, on l'aura compris, car il dit que c'est un endroit de sécurité nationale pour les États-Unis. Et objectivement parlant, Hicham, on peut pas lui donner tort. C'est vrai, puisque le Groenland annonce les guerre des pôles. Par exemple, le pôle Nord, non loin du Groenland, est un endroit où les Russes ont positionné une partie de leur arsenal nucléaire. Et dans les eaux arctiques, Moscou teste des missiles de croisière hypersoniques. Le pôle Nord, il aurait fallu peut-être le montrer sur une carte, mais le pôle Nord n'est donc pas loin des côtes américaines. Avoir le Groenland pour les Américains préviendrait ce type d'attaque éventuelle russe, scénario fiction certes, mais les sous-marins russes aussi pourraient trouver un chemin très court pour atteindre les côtes nord-américaines. Les Russes sont la puissance dominante au pôle Nord. Les Américains en ont pris conscience depuis, je crois, une dizaine d'années. D'où la réaction de Trump, qui ne pouvait pas rester les bras croisés, objectivement parlant. Hein. Alors, pour ce qui concerne la dimension militaire, il convient de dire, et votre argument est juste, hein, mais que les Américains en réalité sont déjà présents et disposent vraiment de toute latitude et de toute liberté pour se déployer selon leurs souhaits. Vous avez fait allusion notamment à la présence de radars d'alerte stratégique qui remontent depuis l'époque de la guerre froide. Donc en réalité, ce volet, même si il compte, n'est pas l'élément principal de la stratégie américaine en direction du Groenland, en ce sens où les Américains sont déjà présents et font ce qu'ils veulent. Et dans la relation avec la Russie, effectivement, il y a une proximité qui existe déjà, d'ailleurs avec l'Alaska, avec quelques kilomètres qui les séparent, notamment au niveau de certaines îles. Mais le Groenland, la présence américaine au Groenland, acté, affirmé officiellement, donnerait un avantage comparatif non négligeable par rapport aux nouvelles routes polaires et à la surveillance également de la Russie, mais dans les faits, on peut dire que du point de vue opérationnel, le changement ne serait pas tellement, l'apport ne serait pas forcément conséquent, d'autant plus que pour l'heure, la domination stratégique de la Russie sur les États-Unis sur ce segment est absolument écrasant et en réalité, les États-Unis ont quasi une génération de retard pour pouvoir rattraper les Russes. Il leur faudrait au moins 20 ans à 30 ans d'investissement massif et important, ne serait-ce que pour déployer la flotte de brise-glace dont dispose la Russie, notamment brise-glace nucléaire. La Russie étant le seul pays à disposer de brise-glace nucléaire, environ 8, 5 en construction et une dizaine en préparation encore. Donc le décalage est très important et c'est justement ça qui fait peur aux États-Unis et à Trump et qui explique en fait leur volonté d'annexer le Groenland dans leur dispositif. Et il y a quelque chose que vous avez mis en avant, c'est cette guerre de ressources qui, à mon avis, est un segment très important, un élément un petit peu qui ressort un petit peu dans toutes les grandes crises du moment, c'est-à-dire le Venezuela, l'Iran, le Groenland, et qui permet d'exprimer en fait la logique qui sous-tend un certain nombre de crises internationales. On peut y agglomérer également le Soudan, avec la participation des Émirats dans cette guerre terrible, guerre de l'or. Et je crois qu'on a là une reconfiguration géopolitique qui est vraiment portée sur le contrôle des énergies et plus globalement des ressources, notamment des ressources minières et des terres rares. Un mot sur le Danemark qui administre, on le rappelle, le Groenland. Les Danois, Hicham, sont mal récompensés de leur... J'hésite sur le mot, de leur adulation, je voulais dire servilité, mais bon, il s'agit de ça. Peut-être complicité aussi pour être un peu pondéré, on va dire complicité, puisque le pays scandinave, le Danemark, a servi, on se rappelle, de base arrière aux agents de la NSA. On se rappelle de cette affaire, les agents de la NSA pour espionner la chancelière allemande Angela Merkel et d'autres
politiciens allemands, mais également des personnalités politiques françaises, norvégiennes ou encore suédoises entre 2012 et 2014. Le Danemark a servi de station d'écoute de la NSA pour tout le continent européen, mais encore les Danois ont intervenu aux côtés des Américains en Libye, en Syrie, en Afghanistan. Je passe sur les achats d'armes aux Américains pour une bagatelle de 18 milliards de dollars. En juin, par exemple, Copenhague a aussi ratifié un accord de coopération offrant aux Américains un accès illimité aux bases militaires danoises de Karup et de Aalborg. Je le disais, les Danois, visiblement, Hichem, sont mal récompensés. Alors oui, tout à fait. C'est une situation qui est assez cocasse d'un certain point de vue, où en ce sens où les Danois ont été les gentils toutous, les gentils caniches de la défense des intérêts américains sur le continent européen. Effectivement, vous l'avez rappelé, le Danemark a servi de base arrière de la NSA, notamment dans l'espionnage des personnalités politiques européennes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Copenhague est un petit peu en difficulté à vouloir réclamer la participation ou la solidarité de pays comme la France ou l'Allemagne est un petit peu mal à l'aise dans cette situation de confrontation avec les États-Unis. Et effectivement, vous l'avez rappelé également, les Danois n'ont pas eu meilleure idée l'an dernier et jusqu'à il y a quelques mois de commander en fait un certain nombre d'avions F-35, donc des avions américains de 5e génération, aux dépens des Rafales français, alors que la France avait fait un forcing important, essayant d'expliquer à la partie danoise que disposer des F-35 leur serait totalement inutile pour défendre leur territoire face aux opérations américaines, et on se retrouve dans une situation effectivement assez inattendue et qui prête à sourire sur beaucoup d'aspects. Si on prenait un peu de la hauteur sur le droit international, les Groenlandais sont contre le fait de devenir américains, sont contre cette annexion. Hichem, on est finalement en face d'un problème de peuple à l'autodétermination bafoué par les Américains et qui donne des frilosités aux Européens. Et ils n'ont pas tort, car ce droit des peuples est inscrit dans la Charte des Nations Unies de 1945. Il y a quelque chose de grotesque de voir l'Europe redécouvrir soudainement que le droit international est bafoué, car quand la juridiction internationale, quand Francesca Albanese par exemple disait par rapport aux Gazaouis, c'est même Européens trouvaient que c'était exagéré. Pourquoi donc le déplorer maintenant quand il s'agit du Groenland? Il y a aussi, comme vous l'avez dit, une forme de burlesque, même si c'est un peu tragique malgré tout. Oui, tout à fait. On se retrouve ici dans le jeu de ce qu'on a appelé le deux poids deux mesures, c'est-à-dire une Europe qui s'est présentée un petit peu comme les champions du monde de la moralité, les champions du monde de toute la rhétorique des droits de l'homme, prise entre guillemets en contradiction dans son propre jeu. Et c'est ça qui est regrettable, c'est le fait d'avoir des pays, un espace géopolitique important qui n'a pas su prendre en considération en fait toute l'importance de ce que représentent les valeurs du droit international et ses fondements essentiels, notamment le respect de la souveraineté des États, la reconnaissance de la liberté d'autodétermination des peuples. Et malheureusement, aujourd'hui, les Européens sont pris en contradiction et se trouvent en difficulté parce qu'autant leur discours aujourd'hui en direction des Américains est de dire que les Américains n'ont pas à violer les principes du droit international, autant les Européens sont en contradiction sur le dossier ukrainien, par exemple, en condamnant les Russes par rapport à l'invasion de l'Ukraine au nom du droit international et en fermant les yeux de l'autre côté sur la situation absolument scandaleuse du génocide des Palestiniens à Gaza, en continuant de soutenir à travers des livraisons d'armes, à travers des aides financières, la colonisation criminelle de la Palestine par l'armée israélienne. Et donc, on a ici vraiment une situation qui est en train de faire exploser tout ce qui a participé, entre guillemets, de ce système international, avec beaucoup de défauts, avec tout ce jeu de puissance qui n'a pas disparu, mais au moins quelques garde-fous qui faisaient que les grandes puissances savaient qu'elles avaient des limites et elles devaient au moins soigner les formes. Or, aujourd'hui, avec ce que l'on a vu à travers également le kidnapping absolument incroyable du président légitime vénézuélien Maduro, on est en droit de s'interroger et on participe
indirectement, ces grandes puissances participent en fait de ce que j'ai appelé l'ensauvagement du monde. Et malheureusement, je crois qu'avec cet épisode Trump, eh bien, nous ne sommes pas sortis de toutes nos surprises. Mais est-ce qu'il a le choix, Hicham, Donald Trump? Son boulot est de garder, vaille que vaille, l'Empire américain avec sa puissance contre les autres puissances montantes, à savoir la Chine et la Russie. C'est-à-dire, dans 4 ans, un Trump qui quitterait le bureau ovale, il ne faudrait pas qu'il paraisse aux yeux des Américains, aux yeux de l'histoire, comme celui qui a observé la chute de l'Empire américain sans réagir, qui a vu aussi l'économie américaine péricliter sans réagir. Il serait pas peut-être condamné, avec cette fuite en avant, de mettre l'Empire américain sur toujours cette volonté de puissance, avec les guerres qui vont avec? Alors, ce qu'il faut dire, moi, de mon point de vue, on peut avoir plusieurs hypothèses. On peut on peut vraiment hypothéquer réellement sur cette politique trumpienne et ses conséquences à terme. Alors certains, comme Emmanuel Todd, le grand intellectuel français, qui a vraiment une vision multipolaire, qui comprend réellement les relations internationales, bien essayer de présenter les choses en disant que quelque part cette politique agressive des États-Unis, elle montre en quelque sorte le champ du cygne, c'est-à-dire que le fait que les États-Unis sont bien conscients de leur recul géopolitique à l'échelle planétaire. Merci. Et aujourd'hui se montre particulièrement agressif pour montrer une sorte de dissuasion de puissance à l'égard du reste du monde, mais que cette agressivité, elle est menée en fait en direction des pays envers lesquels eh bien, les États-Unis ont encore une influence. C'est-à-dire le Venezuela, qui est quelque part dans la redéfinition de la sphère d'influence américaine, ou alors l'Europe, qui est vassalisée aux États-Unis. Merci Hicham Lamisi. Je rappelle que vous êtes analyste en géopolitique, chargé de cours à l'Université de Genève et chroniqueur pour Antithèse et à la revue Bastille. Merci pour ces éléments et on vous dit à bientôt. L'échiquier international est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite la suite des programmes sur A24 News et on se retrouve demain, même heure et même chaîne. C'est la porte.